On parlera aussi des évacuations qui se poursuivent à Notre-Dame-des-Landes avec Karine Lejeune, la porte-parole de la gendarmerie. Elle sera avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, faut-il ou non intervenir militairement en Syrie? On est ce soir avec Nicolas Bell, vice-président du Front National. Bonsoir. Bonsoir. Avec Frédéric Lefebvre, délégué général national d'Agir, ancien député Les Républicains. Bonsoir. Gérard Miller, psychanalyste, cofondateur de la web télé Le Média. Bonsoir. On parlera de vos ouvrages aussi à tous les deux dans un instant. Et Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Bonsoir. Jean-Claude, l'intervention militaire américaine est donc imminente après l'utilisation d'armes chimiques contre des rebelles syriens de la ville de Douma. Quelle attitude va adopter la France? On va en parler dans un instant. On va écouter surtout ce qu'a dit dans ses tweets matinaux relativement va-t-en-guerre Donald Trump. Il a menacé la Russie qui s'oppose à toute intervention en Syrie. Écoutez-le, puis on part ensuite à Washington. La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et intelligents. Voilà, Pauline Simonet, vous êtes en duplex avec nous depuis Washington. Bonsoir Pauline, on vient de l'entendre, Donald Trump est très remonté. Quel est le calendrier pour ces frappes éventuelles? Est-ce que vous avez une idée des préparatifs aux États-Unis? Des frappes imminentes, en tous les cas, c'est ce mot qu'on entend de manière répétée depuis dimanche, d'ailleurs, dès le lendemain de cette attaque chimique imputée à Bachar el-Assad, des attaques imminentes, des frappes imminentes, et ce nouveau tweet matinal, évidemment, renforce la conviction que ces frappes devraient être dans les tout prochains jours. Alors, ce tweet, il a évidemment surpris ici à Washington, parce que même si sur le fond, la riposte militaire à ces attaques, on s'y attendait, et globalement, la classe politique, d'ailleurs, partage cet avis, il faut frapper en Syrie, mais c'est la forme qui a désarçonné tout le monde, qui a surpris tout le monde, qui a choqué même certains, le fait d'annoncer par tweet que les missiles arrivent. On voit mal comment on pourrait faire marche arrière. C'est pour beaucoup ici à Washington, c'est donner une indication à l'ennemi. Et puis ce qui a surpris aussi, c'est la virulence à l'encontre de la Russie, de Vladimir Poutine, puisqu'elle est interpellée. Donald Trump avertit, nargue avec un ton agressif et moqueur la Russie, tiens-toi prête, les missiles arrivent. Et puis dans un tweet suivant, il dit d'ailleurs que la situation est encore bien pire que pendant la guerre froide entre Washington et Moscou. Alors du côté du Pentagone ici, en tout cas, on se tient prêt à toutes les options, y compris à celle de frappe, évidemment, même si on dit envisager toutes les situations possibles. Et puis il y a des discussions également qui sont en cours, c'est ce qu'on nous dit à Washington, avec les alliés, puisque Donald Trump ne veut pas agir seul avec les alliés, la Grande-Bretagne, mais surtout la France en priorité. Merci beaucoup. Pauline Simonet en duplex depuis Washington. Nicolas Bey, est-ce qu'il faut que la France intervienne et participe à ces frappes aériennes américaines? Non, je crois surtout pas. C'est pas la première fois que les États-Unis prennent une posture très belliqueuse, un peu provocatrice, même fortement provocatrice. Je crois qu'il faut se garder de leur emboîter le pas, parce qu'évidemment, si on s'engageait dans un conflit frontal avec le régime de Damas, eh bien on aboutirait à ce à quoi ont abouti les interventions en Irak ou en Libye, c'est-à-dire mettre les islamistes au pouvoir. On veut détruire, certains veulent détruire le régime de Bachar el-Assad. Édouard Philippe, hier, a participé d'ailleurs de cette espèce de surenchère de provocation, de menaces. Mais pour mettre qui au pouvoir? Ceux qui ont été difficilement anéantis sur le terrain, qui sont des factions islamistes, souvent soutenues par l'Arabie Saoudite, qui n'ont absolument rien à envier à Daesh, aussi barbares, aussi sanguinaires. C'est pas à ces gens-là qu'on va mettre au pouvoir. Donc je crois qu'il faut se garder de postures totalement déconnectées des réalités et éviter de semer le chaos en plus de la guerre en Syrie. Frédéric Lefebvre, Emmanuel Macron dit que voilà, l'idée c'est pas d'abattre Bachar el-Assad, mais c'est de frapper les bases de fabrication d'armes chimiques. Est-ce que c'est plausible ou pas? Alors d'abord, ce que je voudrais, c'est montrer à quel point il y a une différence entre les propos de Donald Trump et les propos d'Emmanuel Macron. Et votre correspondante avait l'air surprise des propos de Donald Trump. Moi, je ne suis absolument pas surpris, pour une raison d'abord très importante, c'est que vous savez qu'il est aujourd'hui en politique intérieure mis en cause pour ses relations avec la Russie dans sa campagne avec Hillary Clinton. Et donc évidemment, toute posture anti-russe est un élément qui lui permet de se défendre dans la polémique qui l'affaiblit aujourd'hui aux États-Unis. Et pour ces raisons, je pense, compte tenu de l'expérience que nous avons des interventions passées en Irak par exemple, qu'il faut se garder des fake news et qu'il faut effectivement être extrêmement ferme. Ce que vous appelez fake news, c'est le fait que, voilà, que cette attaque chimique, on ne sait pas en gros de qui elle provient, c'est ça? Aujourd'hui, on ne sait pas, il y a des discussions, et donc je pense que à partir du moment où cette attaque serait confirmée, que ce serait une attaque chimique, je pense que le président Macron a parfaitement raison sur l'idée d'attaques ciblées sur les lieux de production de ces armes chimiques. Mais aujourd'hui, ils sont censés ne plus exister. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont des armes chimiques? Oui ou non? Est-ce que ensuite
ces armes chimiques ont été utilisées comme ça nous est dit par le régime d'Assad. Il y a des questions qui sont en suspens aujourd'hui. Et donc quand je vois le tweet de ce matin, je dis qu'il me semble urgent d'attendre. Gérard Miller. Ce qui est terrible, c'est que je vais devoir commencer par une précaution oratoire. Je vais, avant de vous répondre à votre question, devoir dire que je trouve monstrueux le régime d'Assad, monstrueux, criminel, et que je n'ai pas la moindre nuance là-dessus. Je suis obligé de dire ça parce qu'on prépare l'opinion depuis quelque temps, notamment depuis ce qui s'est passé de dramatique dans la Ghouta, on prépare l'opinion à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis effectivement contre cette intervention parce que je ne vois pas du tout pourquoi la France devrait se mettre au garde à vous devant les États-Unis qui ont toute une série d'intérêts à défendre face à la Russie, alors que nous ne sommes pas, nous, dans la même position que les États-Unis. Donc absolument contre cette intervention, absolument contre ce retour de l'atlantisme de Macron, ce qui est, demain on aura les bases de l'OTAN de nouveau réouvertes en France, si ça se trouve. Donc c'est très frappant d'ailleurs, ce jeune président est en même temps un vieux président. Moi qui suis plus âgé que vous et que beaucoup de ceux qui nous regardent, je me souviens effectivement quand le général de Gaulle a demandé aux Américains de partir et a réussi quand même à ce que nous nous dégagions de cette position relativement de soumission par rapport aux États-Unis. C'est pour revenir 50 ans plus tard dans la même position. Nicolas Sarkozy à l'époque, d'être trop atlantiste. Mais bien entendu, et on peut faire le même reproche à notre actuel président. Jean-Claude Dacier, alors la France doit intervenir ou pas? Je suis d'accord avec Gérard sur l'opération anti-russe qui se monte depuis plusieurs semaines. Je la fais même remonter, moi, à l'opération bizarre, étrange de Londres, avec cette attaque contre cet espion qui était dans les prisons. Skripal. Honnêtement, personne ne sait d'où ce coup vient. Il est venu. Ensuite, il y a eu en effet cette opération chimique. Elle a existé sans doute avec la violence qui a été décrite ici ou là, c'est pas sûr. Qui l'a ordonné, qui l'a manipulé, on n'en sait rien. Donc, il se prépare une opération, en effet, pour essayer d'intervenir en Syrie, dont on n'aperçoit d'ailleurs pas clairement les objectifs, parce que la Russie a gagné la guerre. Bachar el-Assad, en effet, est un personnage qu'il faudra un jour ou l'autre éliminer, mais il est au pouvoir et lui aussi protégé par les Russes. Il s'installe solidement et il a maintenant Erdogan dans le camp. Donc on a en face de nous une trilogie de pays sérieux, équipés, qui ont gagné la guerre. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. En face, vous avez un personnage... Alors je me dis, si j'essaie de me rassurer que quelqu'un qui annonce la couleur, qui quelques jours ou quelques heures avant dit « Attention, je vais vous envoyer des missiles, Russie, faites attention, ils sont beaux, ils sont intelligents ». Ils sont modernes. On a un président américain, écoutez, il faut avoir, je ne vais pas dire qu'il est fou, mais il est peu stable. Il y a quoi ? 15 jours. Il est pas fou du tout. Il nous annonçait qu'il allait rapatrier les 2000 soldats américains qui combattent quelque part en Syrie. 15 jours après, il y a cette opération en effet, et voilà qui se lance. Alors, est-ce que le président de la République française, là je me sépare du camarade Miller, je ne pense pas qu'on soit sur le point de recréer une espèce d'alliance atlantique à l'occasion de cet événement. Je pense qu'il faudra un moment ou un autre que la communauté internationale se saisisse de ce qui se passe au Proche-Orient, parce qu'il n'y a pas que cela. Elles sont saisies. Il va falloir. Années, mais on peut pas, parce que parti comme on est là, on va taper l'Iran bientôt. Donc là encore, on ne saura pas où on va. J'espère que le président de la République française, qui a été, semble-t-il, modéré dans le ton, nous a annoncé des frappes, peut-être, oui, on va voir, sur des installations chimiques. J'espère qu'il sait où elles sont. Taper des installations chimiques, est-ce bien raisonnable? Je pense qu'il est ennuyé, le président Macron. Et que j'espère que le président américain va se contenter, comment dire, de gesticuler. En effet, il aura du mal à ne plus frapper aujourd'hui. Mais que va-t-il frapper? Que va-t-il frapper? J'en sais rien, mais honnêtement, c'est pas un épisode rassurant. Emmanuel Macron s'est néanmoins avancé. Il a dit que la ligne rouge, c'était les armes chimiques, et que si il était prouvé qu'il y avait une utilisation d'armes chimiques, il interviendrait. Oui, mais précisément, rien n'est prouvé. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de surenchère pour dire qu'on va intervenir. Effectivement, je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas préjuger de ce que vont faire ou pas les États-Unis, parce que ce n'est pas la première fois que Donald Trump brandit comme ça, de manière assez virulente, des menaces qui ne sont ensuite pas mises en œuvre. Mais aujourd'hui, on n'a aucun élément qui prouve qu'il y a une attaque chimique provenant du régime de Damas, premièrement. Et puis deuxièmement, on remarque quand même, on ne voit pas du tout l'intérêt qu'aurait eu Bachar el-Assad à commettre une attaque chimique maintenant, alors qu'il l'éradication de Daesh est quasiment achevée et qu'il vient de terminer l'éradication des rebelles islamistes de la Ghouta orientale. Donc on voit, il n'y a aucune raison qui justifierait en ce moment l'usage. Donc vous pensez à une manipulation? Ça ressemble. C'est ce que disent les Russes. Ça ressemble clairement à un prétexte. Exactement ça. Ça ressemble à un prétexte qui est utilisé pour brandir la menace et
on a l'impression que Macron et Édouard Philippe, qui a été en première ligne là-dessus, veulent en fait avoir leur petite guerre, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu. Ça a été la mode chez d'autres présidents avant Emmanuel Macron. Ça a été Nicolas Sarkozy en Libye, ça a été François Hollande également. Je crois qu'il faut vraiment se garder de ces attitudes qui sont totalement irresponsables. Frédéric Lefebvre, vous connaissez bien les États-Unis, vous avez été député des Français de l'étranger. Et je connais le président Trump. D'abord, il est tout sauf imbécile, il est tout sauf fou, il est au contraire manœuvrier et intelligent. Et il est aujourd'hui dans une logique, je l'ai dit tout à l'heure, de régler des problèmes de politique intérieure. Est-ce qu'on va aller jusqu'à une intervention? On va bien voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi j'appelle le président de la République française, les autorités internationales, à d'abord regarder s'il y a ou non une fake news. On a trop de recul aujourd'hui sur un certain nombre de guerres qui ont été déclenchées, y compris avec l'assentiment de l'ONU, sur la base d'informations qui se sont retrouvées ensuite non vérifiées. Et quand on voit la situation dans un certain nombre de pays aujourd'hui, je pense que c'est le rôle de la France que de peser avant d'intervenir les informations qui sont aujourd'hui mises sur la place publique. D'autant que le président de la République, vous le savez, a fait du combat contre les fake news un combat personnel de sa présidence. Vérifions que celle-là n'en est pas une. Gérard Miller. N'exagérons pas peut-être, Frédéric Lefebvre, à propos de M. Trump. Tout sauf un imbécile. Je ne doute pas qu'il ne soit pas qu'un imbécile. Oui, vous savez, l'intelligentsia qu'il prend pour un crétin. Non, je ne prends pas pour un crétin. Des États-Unis. Il reconnaît quand même que la pratique de la Maison-Blanche, pour le moins, est surprenante. C'est tout ce que je dis. Je me permets quand même de rappeler que c'est le président qui expliquait, c'est le président, si on se place dans un autre terrain, que c'est le président qui expliquait que pour séduire les femmes, il faut les attraper par la chatte, et quelques autres manifestations. C'était juste la face, tout sauf un imbécile. Moi, je considère que c'est évidemment pas seulement un imbécile, mais par ailleurs un parfait crétin, c'est-à-dire quelqu'un qui est quand même capable de sous-estimer ses adversaires. On a tort, d'accord. Voilà, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Hillary Clinton. On ne sous-estime pas un adversaire lorsqu'on le place. Vous savez, j'ai été aux États-Unis quand j'ai écrit un portrait, il se trouve dans le Nouvel Obs, un an avant l'élection, et je me suis retrouvé invité par le président Trump. J'étais le seul non-américain invité à la passation de pouvoir, simplement parce que j'avais écrit dans un portrait qui était un échange sous forme de pièce de théâtre entre Reagan et Kennedy, qui étaient sur un nuage au-dessus de la Maison-Blanche, qu'ils seraient élus. Je l'ai écrit un an avant. Le New Yorker en a fait un papier. J'ai été invité. Vous savez pourquoi? Très bien. Et toi qui le connais bien, alors est-ce qu'il est dangereux ou pas? Ou est-ce que tu fais confiance? Et ça m'amuse parce que en vous écoutant les uns et les autres, je retrouve exactement ce que j'entendais en France ou aux États-Unis avec Trump, en expliquant qu'il ne serait pas élu, que c'était un crétin et un fou. Alors, on a un président des États-Unis qui envoie quand même un tweet du genre des tweets qu'envoient les rappeurs lorsqu'ils se disputent entre eux. C'est quand même un tout petit problème. Mais nous n'avons aucun pouvoir, vraisemblablement, sur le président des États-Unis. On en a un petit peu plus sur le président que nous avons élu, qui est notre président. Et on peut donc, comme on le fait dans cette émission, rappeler qu'effectivement, il n'a pas été élu pour ça et qu'aujourd'hui, il y aurait tout intérêt à considérer que la Russie et par rapport à nous, dans une position, non pas d'amis, d'alliés, de partenaires, c'est le terme que Mélenchon a utilisé, que je trouve très juste. C'est-à-dire de faire comprendre effectivement au président qu'entre les États-Unis et la Russie, notre cœur n'a pas à balancer. Nous sommes évidemment proches des États-Unis et nous sommes aussi nécessairement proches de la Russie. Est-ce que la Russie encore j'avais oublié que Gérard Miller était porte-parole de Mélenchon. En fait, je ne suis pas porte-parole de Mélenchon, je suis dans une démarche de paix. J'ai élu Mélenchon. Ça m'avait échappé. J'ai voté pour Mélenchon au premier tour. J'ai voté pour Mélenchon au premier tour et pour Macron au deuxième tour, donc c'est mon président également. Un dernier mot, Jean-Claude. Un dernier mot pour répondre quand même à Frédéric Lefebvre qui nous vante un Trump formidable. Pas du tout ça. J'ai dit simplement que si tu as raison et qu'il se sert de la politique internationale à ce niveau pour régler les problèmes intérieurs qui sont les siens, on est bien dans une situation dangereuse. Frédéric Lefebvre, votre livre, c'est Chaos, histoire secrète de la guerre des droites. Vous avez reçu aujourd'hui Alain Juppé avec le mouvement Agir. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous rejoint pas? On fait un petit aparté avant de partir à Notre-Dame-des-Landes. D'abord, c'était un moment d'échange formidable. Vous savez que moi, j'ai soutenu Alain Juppé à la primaire, avec le succès qu'on connaît. Il se trouve que Franck Riesser, qui avait soutenu Bruno Le Maire, avait rejoint Alain Juppé, donc on était entre amis. Mais on a parlé essentiellement de l'Europe. Et vous savez qu'Alain Juppé avait appelé, il y a quelques mois maintenant, à la naissance d'un mouvement central. On voit que mon ancienne famille politique, les Républicains, fricote avec une partie de l'extrême droite et des populistes et des identitaires, avec une logique, c'est de prendre le vent qui souffle, le vent populiste,
qui souffle aujourd'hui en Europe. Et donc, Alain Juppé est exactement sur la même ligne qu'il l'était auparavant, avec un point que nous sommes obligés de constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre la parole du président de la République, Emmanuel Macron, qui est une parole extrêmement ouverte sur la question de l'Europe vis-à-vis de la droite et des mouvements européens, et en même temps une posture extrêmement fermée de la République en marche, parce que les partis politiques sont dans une logique binaire, alors que le président de la République est dans une logique multipolaire. J'ai connu ça avec Nicolas Sarkozy quand on faisait l'ouverture, et à l'époque l'UMP qui fermait à tout prix. Et donc je crois qu'aujourd'hui... La solution, c'est quoi alors ? Et donc la solution aujourd'hui, elle est avant ou après, moi je le souhaite avant, qu'on puisse, face aux populistes, s'additionner avant même le scrutin. Mais maintenant, ça dépend en réalité de la volonté du président de la République et de sa capacité à imposer à la République en marche. Christophe Castaner est très ouvert, mais à l'intérieur de la République en marche, il y a des gens qui sont très fermés, qui n'aiment pas les gens de droite, qui ne veulent pas travailler avec les gens de droite. Non, leur Premier ministre est de droite. Et oui, mais justement, mais non, le Premier ministre du président de la République, logique binaire du parti politique multipolaire du président de la République. Et c'est la France qui a besoin d'avoir une unité sur l'Europe. Oui, alors, Nicolas Bay. Ce que je trouve très intéressant dans les propos de Frédéric Lefebvre, c'est que finalement, il dit ce que pensent beaucoup de dirigeants de la droite, beaucoup de cadres ou d'élus des Républicains, qui sont d'ailleurs en porte-à-faux avec une partie importante de l'électorat des Républicains, c'est-à-dire que lui, Frédéric Lefebvre, ancien sarkozyste, il est pour Macron, Jean-François Copé qui nous parlait, qui nous vantait, on s'en souvient, la droite décomplexée, il se considère Macron compatible. Finalement, il y a toutes les nuances du macronisme quand on va chez les Républicains ou à la périphérie des Républicains. Pourquoi ? Parce que les Républicains sont d'accord avec Emmanuel Macron sur tout. Ils étaient d'accord sur la loi travail, ils sont d'accord sur la réforme de la SNCF. Des Républicains, moi je suis pas et ils sont d'accord d'ailleurs aussi sur l'Union européenne. Et les européennes de l'année prochaine vont être l'occasion d'un partage des eaux très clair entre Emmanuel Macron et tous ses soutiens, les Républicains ou une partie d'entre eux inclus, qui défendent le projet fédéral de manière assumée, et de l'autre ceux qui croient dans la nation et que nous regroupons nous autour du Front Quand je parle des identitaires et des populistes, dans KO, j'ai 3 chapitres où j'explique avec précision comment aujourd'hui les amis de Laurent Wauquiez, je dis bien les amis, y compris ses alliés en Rhône-Alpes, travaillent avec les amis de Marion Maréchal Le Pen pour travailler. Je comprends bien que ça ne soit pas obligatoirement une bonne nouvelle pour Marine Le Pen et pour un certain nombre de cadres du Front National, mais il y a aujourd'hui cette volonté de créer une solution à l'autrichienne ou à l'italienne, et il se trouve que Silvio Berlusconi, je le rappelle, s'est fait croquer par l'extrême droite et que Laurent Wauquiez sera croqué de la même façon par Marion Maréchal Le Pen. Mais Frédéric Lefebvre, moi j'aimerais bien que tu nous précises de quel Juppé nous parlons là en ce moment. Là je ne parlais pas de Juppé, je parlais de Wauquiez. Oui, mais Juppé qui est au cœur et à tes côtés pour venir additionner à la République en marche éventuellement, s'ils veulent de vous. Est-ce que c'est le Juppé du vivre ensemble de l'année dernière, qui a séduit pas mal de monde, même s'il n'a pas réussi son objectif, ou est-ce que c'est le Juppé de 1995 qui, avec tout le RPR et probablement beaucoup au-delà même du RPR, considérait, c'est écrit, on peut s'y reporter, 95, que l'islam n'était pas compatible avec les lois de la République. C'était du populisme à l'époque. Avant que Frédéric Lefebvre réponde, je vais juste dire pourquoi moi je n'attaquerai jamais Frédéric Lefebvre. C'est un homme qui, à l'époque sarkozyste, a été un soutien sans nuance du président Sarkozy, à l'époque où nous étions quelques-uns à considérer que c'était quand même un président éminemment critiquable. Je lus ce que vous écrivez, vous donnez raison à tous ceux qui à l'époque vous critiquaient, donc aujourd'hui vous vous recentrez, je ne vais pas dire vous vous gauchisez, mais vous vous recentrez. Je trouve qu'il y a un coming out, qui mérite le respect. C'est-à-dire que je n'ai pas vu chez vos anciens camarades la vérité que je lis dans votre livre, à quel point vous avez souffert et à quel point le sarkozysme était un cauchemar. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez découvrir, avec le macronisme et le juppéisme moderne, un paradis que vous n'avez manifestement pas découvert. 95, Frédéric Lefebvre ne m'a pas répondu. Allez, et on avance après, on parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Sur 95, hein. Alors, après le compliment, c'est le Juppé de 95 ou de 2018 ? C'est Alain Juppé, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ah non, ne dis pas ça. Mais on peut même remonter. Il y a eu une convention où on a même expliqué à l'époque que les lois de l'islam n'étaient pas compatibles avec la République. Alors bon, si tu oublies, ça t'arrange. Si vous regardez on peut même remonter aux années 80. Vous retrouverez des choses qu'aujourd'hui on Oui, je suis d'accord, mais bon, le procès au populisme, c'est un peu facile. Il se trouve que moi, je suis attaqué, par exemple, par un organisme qui s'appelle le CCIF, parce qu'on me reproche
d'être islamophobe. Donc, dans le débat public, on peut toujours prendre une phrase de l'un ou de l'autre. C'est pas le sujet. Moi, je parle de choses très concrètes. Laurent Wauquiez, aujourd'hui, est en train de mener une stratégie qui est une stratégie simplement parce que Jean-Claude Dacier le sait très bien, il a fait un calcul, il considère que la droite modérée aujourd'hui est avec Emmanuel Macron, que du coup il n'y a plus d'espace politique pour lui, et donc il est dans une logique où il est en train de pousser la logique de Nicolas Sarkozy. Vous allez chercher 4-5 points de voix du Front National. Il est renvoqué dans la même posture qui était celle de Nicolas Sarkozy, qui ensuite n'a absolument rien fait des idées qu'il avait. Simplement, Wauquiez fera peut-être ce qu'il dit. Comme d'habitude, Jean-Claude Dacier et le Front National sont d'accord. Non, mais Laurent Wauquiez au Parlement européen, je vois tous les jours, il vote les quotas de migrants, il vote les traités de libre-échange, il vote la sanction contre la Pologne. C'est-à-dire que c'est les soutiens de Laurent Wauquiez qui, en réalité, sont alignés sur les positions que vous défendez avec Alain Juppé et Emmanuel Macron. Il travaille aujourd'hui en souterrain, Charles Millon et beaucoup d'autres, avec Marion Maréchal. C'est de la politique. On va passer. Jean-Claude Dacier à lire aussi. On va lui donner le livre. Je vais me précipiter. On va passer au Front Social, si vous le voulez bien. Le Front Social, plusieurs points de tension aujourd'hui, alors que la grève de la SNCF est en pause et redémarrera demain. L'opération Justice Morte aujourd'hui, vous l'avez suivi. Toujours des occupations de facultés. La police a décidé de ne pas intervenir à Tolbiac, alors que le président de l'université avait demandé une intervention. Le blocage se poursuit. Emmanuel Macron a lui dénoncé des manipulations politiques extérieures à l'université. Il pointe du doigt évidemment la France insoumise. Gérard Miller, on va écouter une étudiante à Tolbiac et je vous passe la parole. On ne va pas user de violence, enfin, c'est pas notre but premier. C'est nous qui recevons la violence. Je ne sais pas si vous avez vu à Nanterre, mais c'est pas eux qui étaient violents, c'était la police qui était violente. Il ne faut pas l'oublier, on reste des étudiants, on est jeunes. Et je pense qu'il y a des gens qui l'oublient, on n'est pas les terroristes en fait. Gérard Miller, Mélenchon, mais oui, 1968-2018, c'est votre livre. C'est encore une fois la convergence des luttes là, que vous voyez s'agréger entre les facs, la SNCF, les EHPAD. C'est sans doute pour ça que j'ai publié ce livre. Je vois quelque chose qui n'est pas sans me rappeler ce qui s'est passé en mai 68. Je peux vous dire que mai 68 a commencé avec des images de violence infiniment moins graves que ce qu'on est en train de voir à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. On va en parler après. C'était au début simplement des garçons qui voulaient aller dans le dortoir des filles. Ce que je remarque, notamment parce que je suis sans doute professeur à l'université, c'est à quel point les gouvernements sont sourds à ce que disent les étudiants et les enseignants. Il n'y a aucun doute qu'il y a beaucoup de choses à réformer dans l'université, mais faire entrer par exemple des policiers, comme on a vu le faire à Nanterre et dans d'autres facs, mais quelle erreur de débutant. Pourquoi antagoniser à ce point les conflits? On disait les étudiants ne bougent pas, les étudiants sont calmes. C'est vrai que la plupart ont envie de passer leurs examens et de réussir. Arriver à les antagoniser à ce point, mais c'est merveilleux. Alors, est-ce qu'il y aura une convergence des luttes? C'est pas impossible. Moi, je compte beaucoup sur la météo, parce que je m'aperçois que les gens ont oublié que mai 68, notamment, c'était un temps inimaginable. Et que nous avons jamais... Donc, s'il fait beau, la mobilisation va prendre. S'il pleut, en revanche, ça marche pas. Embêtant. Mais s'il fait beau... À quoi ça tient, hein? À quoi ça tient tout ça? Ça tient notamment aux erreurs. Mais c'est pas faux. Mais je pense qu'il a raison, Gérard. Vous savez, ça fait des... Le mécontentement... Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Allez-y. Puisque j'ai rappelé que j'étais un électeur de Macron au deuxième tour, c'est qu'il découvre à quel point sa base sociale est faible. C'est bien sûr que c'est notre président, mais il a été élu par une minorité de gens qui souhaitaient son programme et il découvre aujourd'hui que la majorité est plutôt contre. Nicolas Besse, sur les universités. Ça fait des décennies que l'extrême gauche met le bazar dans les universités, il sème la violence. Moi, quand j'étais étudiant à Nanterre il y a 20 ans, déjà, il y avait l'extrême gauche qui empêchait les étudiants d'étudier. Donc c'est pas nouveau. Et vous étiez aussi de l'autre côté, j'imagine. Oui, mais moi, j'ai jamais usé de la violence et j'étais pas de ceux qui mettent le bazar comme l'extrême gauche le fait en permanence. Donc, à un moment donné, il faut quand même que l'ordre républicain existe, y compris dans les universités. Que ce soit un espace d'échange, l'université française, c'est très bien qu'il y ait un débat d'idées qui soit plus vif qu'ailleurs dans les facs. Moi, ça me convient très bien. Pour peu quand même que les études et le travail des étudiants ne soient pas totalement perturbés. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une permissivité, une impunité qui est très grande, finalement, qui permet à l'extrême gauche, que ce soit dans les facs, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, eh bien, de continuer à prospérer et en bénéficiant d'une grande mansuétude des pouvoirs publics. Mais je note quand même avec amusement que Gérard Miller nous disait tout à l'heure qu'il avait voté Emmanuel Macron au second tour, et donc il est comme tous ces électeurs de Mélenchon qui sont nombreux, qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui aujourd'hui finalement remettent en cause la politique pour laquelle ils ont voté. La réforme de la SNCF pour Macron contre votre candidat. Oui, d'accord, mais comme vous parlez actuellement, je le regrette vraiment pas. C'est quand même des gens d'extrême droite qui sont allés matraquer des étudiants dans un amphithéâtre. Racontez pas n'importe quoi.
Tout le monde voit bien tous les jours à la télé que la violence vient exclusivement de vos amis politiques, de l'extrême gauche, dont vous êtes un militant. On se renvoie la balle de chaque côté de la table, Frédéric Lefebvre, un arbitre peut-être. Depuis tout à l'heure, finalement, on est dans un régime policier qui envoie les CRS dans l'université. Policier, non. Enfin, bon. Et de l'autre côté, c'est la chienlit avec un pouvoir qui laisse tout faire. Donc finalement, je pense qu'on est exactement... En même temps, Notre-Dame-des-Landes, ça fait 10 ans. Dans une logique d'équilibre. À partir du moment où une minorité empêche des étudiants de travailler et que l'université fait appel aux forces de police pour évacuer une minorité qui bloque, ça me paraît en réunion dans un absolument raisonnable. Et donc, ça n'a absolument rien à voir, par exemple, avec ce qui s'est passé à Montpellier, où là, évidemment, ça pouvait poser question. Là, on est au contraire dans l'usage de la force publique de manière absolument légale. Dans une un mot quand même de Notre-Dame-des-Landes. On y vient, Nicolas Beg. Il y a eu une charge massive des gendarmes cet après-midi pour repousser les zadistes et leur soutien. On va avoir la porte-parole de la gendarmerie dans un instant. Elle va faire le point des violences. Il faut aller jusqu'au dernier zadiste. Il ne faut pas de trêve, il ne faut pas il était temps. Et on a laissé la situation s'enquister. Ça fait une dizaine d'années maintenant que Notre-Dame-des-Landes est occupée. On a laissé, là encore, des milices d'extrême gauche s'organiser, s'installer, racketter les habitants, prendre possession de biens. Oui, bien sûr, il y a des endroits où les habitants, les résidents ne peuvent pas accéder librement. Ils ont pris possession de terrains de propriété privée, en l'occurrence, qui ne leur appartiennent pas. Comme ça. Tout ça est absolument scandaleux. Et on a laissé, alors c'est pas la responsabilité, il faut bien le dire, d'Emmanuel Macron, c'est principalement la responsabilité des gouvernements successifs précédents qui ont laissé faire. Mais là aussi, ça illustre une impunité dont ils ont bénéficié de manière absolument scandaleuse. Qu'on soit en désaccord avec le projet d'aéroport, on est les premiers, nous, au Front National, à avoir toujours été opposés à ce projet parce qu'il ne correspond sans doute pas à un projet intéressant d'aménagement du territoire. On pourrait y revenir. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on laisse comme ça des gens semer le désordre, le chaos le plus total dans un territoire? Je m'adresse à mon ami Dacier. Encore une fois, il était temps et ça aurait pu être sur ce plateau plus facilement et plus rapidement. Vous auriez pu dire la même chose de manière posée en disant bravo au gouvernement d'évacuer. Bravo simplement pour évacuer quelques crachats. Juste souligner que ce qui est terrible pour moi sur ce plateau, c'est qu'en écoutant Monsieur du Front National, je ne regrette pas d'avoir voté Macron au deuxième tour. On a compris, Gérard. Je dirais simplement un mot. C'est d'abord que je pense que ne pas faire l'aéroport a été une lourde erreur du président de la République, sans doute sa première, qu'il a offert sur un plateau la victoire aux zadistes. Et quand on leur offre une victoire aux zadistes, ils en profitent, ils s'installent. Certains d'ailleurs, probablement, sincèrement veulent faire une agriculture entre guillemets novatrice, imaginative. Pourquoi pas, condition qu'ils passent tout de même par accepter un certain nombre de règles. Pour l'instant, c'est pas le chemin qu'ils semblent vouloir prendre. Donc, c'est compliqué parce que la victoire des zadistes, ils vont l'exploiter au maximum. Et ils se sont renforcés, ils sont 500 ou 600 maintenant. Qu'est-ce qu'on en fait? On peut chasser ça peut dans durer les bois, combien de ils peuvent temps? secourir les gens. Espérons que ça va bien se passer. Pour le moment, néanmoins, il est indispensable que le président de la République fasse preuve d'autorité. Les Français ne lui pardonneraient pas de laisser s'installer dans les bois de Notre-Dame-des-Landes une situation hors contrôle. Donc il est obligé de faire preuve d'autorité avec les risques que ça comporte. On va les écouter, quelques zadistes interrogés ce matin par nos correspondants. Écoutez-les. J'ai pas pu venir directement lundi et que j'en ai pleuré de rage. Et donc dès que j'ai pu, je suis arrivée et je resterai jusqu'à tout ce qu'il faut. Voilà. Là, sur les expulsions, l'État ne tient pas du tout ses engagements, notamment par rapport aux différents projets agricoles qui sont en cours sur le lieu et du coup qui se retrouvent expulsés comme d'autres. Donc voilà, je pense que le tri va être compliqué à faire à l'échelle de l'État. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on n'a qu'une planète et puis que c'est pas l'argent qui va nous faire vivre, mais c'est la terre, c'est l'atmosphère, c'est tout, quoi. Faut préserver l'avenir. Et Patrice Boisfer, il y a du renfort attendu du côté des zadistes. Oui, à coup de tracteur. Regardez ce tweet de Laurent Pinatel, qui est le porte-parole de la Confédération paysanne. Face à la détermination de l'État français de vouloir détruire tous les projets agricoles à Notre-Dame-des-Landes, la Conf paysanne appelle tous les paysans et paysannes, aussi nombreux que possible, à converger en tracteur vers la ZAD afin de favoriser le retour au calme. Et puis, rapidement, 2 réactions de La République En Marche. Il y a certains députés de La République En Marche qui demandent cette pause. C'est le cas de Mathieu Orphelin, une trêve, et François-Michel Lambert qui prône le dialogue
l'anéantissement d'un camp par l'autre n'est jamais une victoire. Il ne faut pas laisser dire que les zadistes, ce sont des brutes, des milices. La plupart sont là avec des projets tout à fait respectables, qui ne sont pas ceux, certainement, de la société dans laquelle nous vivons, commerciale, financière et compagnie. Il y a beaucoup de gens, j'en ai rencontré quelques-uns, mais qui sont doux comme des agneaux et beaucoup plus doux qu'un certain nombre des milices d'extrême droite qui ont sévi dans les facultés. Donc, quand on voit effectivement que ce gouvernement se sert quand même de ce qui se passe là-bas pour faire diversion. Expliquez-moi quand même pourquoi il fallait faire ça maintenant, au moment à la fin de la trêve hivernale, quoi. Voilà. Il ne fallait pas faire ça maintenant, il fallait faire ça il y a des années. On peut le faire jamais, mais je bon. trouve vraiment que, je termine juste en disant, je trouve vraiment que les députés de la République en marche, qu'on ne peut pas soupçonner de gauchisme, ont parfaitement senti que l'opinion publique ne supporterait pas que ces jeunes gens, parce que beaucoup sont jeunes, il y a effectivement des personnes plus âgées, des agriculteurs plus âgés, ont quand même le droit d'essayer une autre façon de vivre. Oui, mais enfin, il y en a beaucoup qui ne sont pas des enfants de cœur, Gérard, tu le sais très bien. Ils font de la politique, ils font pas de l'agriculture. C'est comme dans les facs. Ils font des travaux pratiques, c'est différent. Plus ils font la révolution au printemps. Frédéric Lefebvre, je n'ai pas entendu sur Notre-Dame-des-Landes. Allez-y, imposez-vous. Imposez-vous. Je vais m'imposer. Non, sur la question des zadistes, moi je pense qu'il y a des gens évidemment qui mènent un certain nombre de projets intéressants. Je pense que ça mérite d'écouter, de regarder, de voir quel type de projet peut être mené. Mais en même temps, mais les pouvoirs publics ont parfaitement raison de ne pas laisser s'installer dans le pays l'idée qu'on peut s'approprier des terres qui ne sont pas sa propriété, monter n'importe quel projet de cette façon. Un certain nombre d'entre eux qui sont pas des militants, mais qui défendent une autre forme d'agriculture, se rapprochent de la Confédération paysanne, d'un certain nombre d'organisations, et que de manière absolument posée, on cherche des solutions pour développer une agriculture alternative. Je trouve ça très bien, mais on peut pas tout excuser. Nicolas Bay, il faut aller jusqu'au bout, il faut expulser tout le monde de cette zone. Il faut évidemment aller jusqu'au bout, parce que si on écoute Gérard Miller, ça veut dire qu'on laisserait encore la situation perdurer pendant des années. Ça n'a aucun sens. Enfin, ils doivent être totalement évacués. Ça ne les empêche pas d'aller cultiver des poireaux, des tomates là où ils veulent en France. Ensuite, c'est pas la question. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est des militants politiques. Il faut arrêter de raconter des histoires. C'est les mêmes qu'on retrouve dans les manifestations violentes. Les meneurs sont parfaitement identifiés. Ils participent des organisations d'extrême gauche. Donc ceux-là n'ont pas de problème, Frédéric. Il faut définitivement les empêcher comme ça d'occuper illégalement un terrain et un territoire. En n'ayant pas de titre de propriété. C'est terrible de décrire toujours. L'État doit remettre de l'ordre, c'est évident. Vous évoquez vos études. Je suis convaincu que vous avez passé vos examens, que vous êtes brillamment aujourd'hui possesseur de diplôme. De même, si vous voulez continuer à manger des produits avec des désherbants, faites-le, mais n'empêchez pas les autres. Je veux dire, ça n'a rien à voir. On vous a pas attendu pour défendre la sécurité alimentaire. C'est pas la question du tout. Vous mélangez tout là. Non. Une question, messieurs. On a vu, l'équation est très délicate. Est-ce que la situation peut basculer au niveau de l'opinion publique s'il y a un mort? Non, mais on voit bien que la préoccupation aujourd'hui du gouvernement, c'est d'éviter une bavure. Et on ne peut pas leur en faire grief, évidemment. Mais si on a laissé la situation, encore une fois, s'enquister totalement, il faut évidemment que la loi soit respectée. Il faut déployer la ZAD. Il faut déployer, c'est pas la question, on les empêche pas de vivre, on les empêche de vivre de manière illégale dans des maisons qui leur appartiennent pas et sur des terrains qui ne leur appartiennent pas. C'est tout. Et il faut déployer les forces de police, de gendarmerie suffisantes, nécessaires pour que cette évacuation se passe bien, mais avec une très grande fermeté et avec une très grande rapidité. Ça aurait dû être fait depuis des années. Est-ce que je peux simplement dire que je souhaite la légalité, mais que je suis infiniment plus indigné, je prendrai le même ton que vous pour parler, je ne sais pas, d'Apple ou de Google qui ne payent pas leurs impôts, que de parler des quelques zadistes qui cultivent tranquillement dans une zone qui ne vous empêche pas de vivre qu'en tout cas, la vie des riverains depuis des milliers de policiers pour régler ce problème. Je préférais effectivement que la force publique et que l'autorité de l'État traitent des délinquances légèrement supérieures. C'est pas en envoyant les policiers qu'on réglera le problème de détournement fiscaux. L'amalgame de Gérard est intéressant, mais un peu audacieux quand même. Moi, je suis d'accord que Facebook, c'est le plus grand scandale numérique de ces dernières années. Mais on va en débattre quand tu voudras. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les zadistes. Et je termine, la préfète, qui m'a l'air d'être une femme de bonne volonté, a dit aux zadistes, tous ceux qui veulent vraiment faire de l'agriculture novatrice, imaginative, bio, qu'ils viennent et on va signer les papiers. Ils sont pas venus, ils font autre chose, ils font de la politique, c'est de leur âge. Voilà, je rappelle vos deux livres pour Gérard Miller et pour Frédéric Lefebvre. Voilà, vous avez le choix entre la droite et la gauche. On va tout de suite partir.